Un chien envahit l'hôpital et empêche l'euthanasie d'une enfante, c'est eux qui l'a fait à choquer tout le monde. Le silence de la nuit n'était rompu que par le bip rythmique des moniteurs cardiaques et par le doux bourdonnement de la climatisation à l'hôpital central. L'odeur caractéristique de l'antiseptique flottait dans l'air, se mêlant à l'arôme du café de la salle des infirmières. Dans la chambre 307, la petite Elisa respirait à peine, ses cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller blanc comme un éventail délicat. Sarah et Thomas, les parents d'Elisa, se tenaient la main fermement, regardant leur unique fille à travers des yeux embués de larmes. Les murs bleu clair de la chambre semblaient absorber tout l'espoir qui restait. Le docteur Mark, le médecin responsable du cas, venait de sortir après une conversation qu'aucun parent ne devrait avoir. « Il n'y a plus rien que nous puissions faire », ces mots résonnaient encore dans l'esprit du couple. La maladie a trop progressé, et garder Elisa ainsi ne ferait que prolonger sa souffrance. L'euthanasie serait un acte de compassion. L'horloge indiquait 23h47 lorsque les premiers aboiements résonnèrent dans le couloir de l'hôpital. Au début, ils semblaient lointains, mais s'approchèrent rapidement, accompagnés du bruit des griffes raclant le sol et des voix agitées des employés. « Attrapez ce chien !» cria quelqu'un. « Ne le laissez pas monter !» Mais il était déjà trop tard. Comme guidé par une force invisible, un chien de taille moyenne, au pelage caramel taché de boue et aux yeux ambre profonds, fit irruption à l'intérieur. Son haleine haletante résonnait dans la chambre tandis qu'il s'approchait résolument du lit d'Elisa. Sarah se leva, effrayée, mais quelque chose dans la posture de l'animal l'empêcha d'appeler à l'aide. Le chien ne montrait aucune agressivité. Au contraire, il y avait une douceur presque humaine dans ses mouvements. Appuyant ses pattes avant sur le bord du lit, il se pencha sur Elisa et, avec délicatesse, lécha sa petite main inerte. C'est alors que cela se produisit. Les doigts d'Elisa bougèrent légèrement, comme un papillon tentant de sortir de son cocon. Un soupir doux s'échappa de ses lèvres, le premier son qu'elle avait émis depuis des jours. Les moniteurs cardiaques, auparavant monotones dans leur rythme faible, commencèrent à afficher des modifications subtiles mais significatives. « Thomas !» murmura Sarah, serrant le bras de son mari. « Tu as vu ça ?» Le chien, désormais assis à côté du lit, gardait les yeux fixés sur Elisa, comme s'il montait la garde. Sa présence avait complètement transformé l'atmosphère de la chambre. Là où il n'y avait auparavant que désespoir, pulsait désormais un mince courant d'espoir. Le docteur Mark, alerté par le mouvement, retourna précipitamment dans la chambre. Son regard d'étonnement en voyant le chien se transforma rapidement en perplexité en vérifiant les signes vitaux d'Elisa. « C'est extraordinaire !» murmura-t-il, ajustant ses lunettes en examinant les moniteurs. « Nous devons effectuer de nouveaux examens immédiatement. » Le chien resta immobile, comme s'il comprenait l'importance de cet instant. Par la fenêtre de la chambre, la pleine lune baignait la scène de sa lumière argentée, créant des ombres douces qui dansaient sur les murs. C'était comme si l'univers tout entier avait conspiré pour cette rencontre improbable entre une fillette au bord de la mort et un chien errant qui refusait de la laisser partir. Le lendemain matin, l'hôpital central bourdonnait d'actualités sur l'événement nocturne. Infirmiers et médecins chuchotaient dans les couloirs, échangeant des regards significatifs en passant devant la chambre 307. Le chien, que l'équipe infirmière avait commencé à appeler Ange, restait fidèlement aux côtés du lit d'Elisa. Le docteur Mark passa la nuit à analyser les nouveaux examens. Les taches sombres qui dominaient auparavant les images du cerveau d'Elisa commençaient à présenter des modifications subtiles. Les niveaux de ses marqueurs sanguins, qui indiquaient la progression de la maladie, montraient une tendance inexplicable à l'amélioration. En 20 ans de médecine, commenta-t-il à son équipe lors de la réunion matinale, je n'ai jamais rien vu de semblable. C'est comme si la présence de cet animal stimulait son système immunitaire d'une manière que nous ne comprenons pas. Sarah, qui n'avait pas dormi de toute la nuit, observait chaque mouvement de sa fille avec une attention renouvelée. Les joues d'Elisa, autrefois pâles comme du papier, commençaient à prendre une légère teinte rosée. Ses doigts se mouvaient plus fréquemment, surtout lorsqu'Ange posait son museau sur sa main. « Regarde, Thomas !» murmura-t-elle à son mari, qui venait de revenir avec 2 cafés du snack. Cécile frémisse. Je pense qu'elle essaie d'ouvrir les yeux. L'hôpital, initialement réticent à permettre la présence d'un animal dans ses locaux, fut contraint d'ouvrir une exception. L'infirmière-chef, Hélène, une dame aux cheveux gris et au sourire aimable, prit la responsabilité de s'occuper du chien. Certaines choses dépassent les protocoles, déclara-t-elle en apportant un bol d'eau fraîche et de la nourriture pour chien qu'elle avait acheté avec son propre argent. Ce chien n'a peut-être pas de diplôme en médecine, mais il fait quelque chose que aucun de nous n'a réussi à accomplir. L'après-midi, lors du changement de garde, cela se produisit. Elisa ouvrit les yeux pour la première fois en une semaine. Ce ne furent que quelques secondes,
mais suffisante pour qu'elle fixe le museau poilu qui l'observait de près. Un petit sourire, presque imperceptible, apparut sur ses lèvres avant qu'elle ne retombe dans le sommeil. « Maman » murmura-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Toutou !» Sarah et Thomas s'étreignirent en pleurant silencieusement. Ange remua doucement la queue, comme s'il partageait la joie du moment. Le docteur Mark, qui était présent, prit des notes furieusement sur son bloc-notes, son esprit scientifique luttant pour comprendre l'inexplicable. La chambre, qui il y a moins de 24 heures avait été le théâtre d'adieu, vibrait désormais d'une énergie différente. Les dessins colorés qui ornaient les murs, réalisés par Elisa avant que son état ne se détériore, semblaient plus vivants. L'ours en peluche sur son lit, son compagnon constant durant son hospitalisation, bénéficiait désormais de la compagnie d'un gardien à 4 pattes. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées visibles à travers la fenêtre de l'hôpital, une question flottait dans l'air. Comment un simple chien errant savait-il exactement où aller? Qu'est-ce qui l'avait guidé jusqu'à cette chambre spécifique, en cette nuit cruciale? Au fil des jours, l'histoire du chien qui avait envahi l'hôpital commença à se répandre dans la ville. Des journalistes tentaient d'obtenir des interviews, et des curieux arpentaient l'hôpital dans l'espoir d'apercevoir le fameux « chien miracle ». Mais Ange restait indifférent à toute cette agitation, concentré uniquement sur sa mission auto-imposée de protéger Elisa. La fillette commença à avoir des périodes de conscience plus longues. Ses yeux verts, autrefois ternes à cause de la maladie, retrouvaient progressivement leur éclat. Pendant ses heures d'éveil, elle gardait l'une de ses mains constamment enfouie dans le pelage doux d'Ange, qui semblait comprendre intuitivement quand elle avait besoin de réconfort. « Il me raconte des histoires », murmura Elisa à sa mère par un après-midi tranquille, sa voix encore faible mais plus claire. « Pas avec des mots, mais je comprends quand même. » Le docteur Mark entama une étude détaillée sur le cas. En collaboration avec des spécialistes du comportement animal, il documentait chaque interaction entre Elisa et Ange. Les médecins remarquèrent que les signes vitaux de la fillette se renforçaient significativement lors du contact physique avec le chien. « Il existe quelque chose qu'on appelle la thérapie assistée par les animaux », expliqua le docteur Mark aux parents. Mais ce que nous voyons ici va au-delà. C'est comme s'il y avait une synchronisation unique entre eux. Pendant les séances de physiothérapie, Ange se transformait en un encourageur naturel. Lorsqu'Elisa tentait de s'asseoir, il plaçait son corps de manière à ce qu'elle puisse s'appuyer. Quand elle faisait ses premiers pas hésitants dans la chambre, il marchait à ses côtés, servant de soutien émotionnel et physique. L'infirmière Hélène, qui continuait à s'occuper d'Ange, fit une découverte intrigante lors de l'un de ses bains. Un vieux collier décoloré, presque invisible sous le pelage emmêlé. Il n'y avait aucune identification, seulement un petit pendentif en forme d'ange, déjà usé par le temps. « Ce n'est peut-être pas une coïncidence », commenta-t-elle, montrant la découverte à Sarah. « Certains disent que les anges peuvent prendre de nombreuses formes. » Thomas se mit à rechercher le passé d'Ange. Il visita des refuges locaux et des vétérinaires de la région, mais personne ne reconnaissait le chien. C'était comme s'il était apparu de nulle part, exactement au moment où Elisa en avait le plus besoin. Un après-midi, alors que la fillette dormait, une assistante sociale de l'hôpital, Marie, partagea une observation intéressante. « Vous savez, il existe une ancienne théorie qui dit que les animaux peuvent sentir quand quelqu'un est proche de la mort. Certains croient qu'ils peuvent voir au-delà du voile qui sépare notre monde du spirituel. Mais Ange, il semble être venu non pas pour faire ses adieux, mais pour empêcher un adieu. » La chambre d'hôpital, autrefois stérile et impersonnelle, prit vie. De nouveaux dessins commencèrent à apparaître sur les murs, représentant tous Ange et Elisa dans différentes aventures imaginaires. L'équipe médicale remarqua que tout l'environnement avait changé. Les gens souriaient davantage, parlaient plus doucement, comme s'ils respectaient la magie qui se produisait là-dedans. La nuit, lorsque l'hôpital se taisait, il était possible d'entendre Elisa parler doucement avec son gardien à poil, partageant des secrets que seul eux comprenaient. Le bip des moniteurs cardiaques, autrefois rappel constant de la fragilité de la vie, résonnait désormais comme une mélodie d'espoir, rythmée par la respiration tranquille de la fillette et du chien, unie par un lien que la science tentait encore de comprendre. Le calendrier sur le mur de la chambre 307 indiquait 3 semaines depuis l'arrivée d'Ange. La transformation d'Elisa était remarquable. Ses examens montraient une amélioration constante et la maladie, qui semblait autrefois invincible, commençait à reculer de manière inexplicable. Une routine spéciale s'installa dans la chambre. Le matin, Elisa prenait son petit déjeuner tandis qu'Ange recevait sa nourriture spéciale, préparée avec soin par l'infirmière Hélène. La fillette, qui auparavant peinait à avaler, faisait désormais en sorte de se nourrir seule, partageant souvent des histoires animées entre chaque cuillerée. « Tu sais, maman, dit Elisa lors de l'une de ces matinées,
Avant l'arrivée d'Ange, j'avais très peur de dormir. Je pensais que si je fermais les yeux, je ne pourrais peut-être plus les rouvrir. Maintenant, quand je dors, j'ai l'impression qu'il garde mes rêves. Les séances de physiothérapie se transformèrent en moments de joie. La physiothérapeute, Amanda, incorpora Ange aux exercices, créant des jeux qui incitaient Elisa à bouger davantage. Le chien avait appris à apporter de petites balles en caoutchouc jusqu'au lit, encourageant la fillette à étendre les bras pour les attraper. C'est incroyable comme il connaît intuitivement ses limites, commenta Amanda au docteur Mark. Quand Elisa est fatiguée, même avant que les signes vitaux ne changent, il arrête de jouer et se couche à côté d'elle. Le cas commença à attirer l'attention de la communauté médicale. Des spécialistes en médecine intégrative visitaient l'hôpital pour observer l'interaction entre Elisa et Ange. Certains suggéraient que le lien entre eux avait déclenché une réponse physique dans l'organisme de la fillette, stimulant son système immunitaire d'une manière unique. Un après-midi, lors de la visite d'une neurologue pédiatrique, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elisa, qui avait encore des difficultés avec des mouvements plus complexes, réussit à se lever seule du lit. Ange était à ses côtés, comme toujours, mais cette fois, il n'eut pas besoin de lui fournir un soutien physique. « Regardez !» s'exclama Sarah, les larmes aux yeux. Elle est debout toute seule. La scène émutait même les médecins les plus sceptiques. Elisa, en chemise de nuit à motifs fleuris de l'hôpital, se tenait debout, ses petits pieds nus fermement ancrés sur le sol froid. Ange s'assit devant elle, sa queue battant doucement, comme s'il applaudissait sa réussite. « Pensez-vous que c'est une coïncidence ?» demanda Thomas au médecin présent. « Toutes ces améliorations depuis son arrivée. » Le docteur Mark ajusta ses lunettes, pensif. En médecine, nous apprenons à chercher des explications scientifiques à tout. Mais parfois, nous devons accepter qu'il existe des choses qui dépassent notre compréhension actuelle. La chambre, qui avait désormais un petit matelas dans un coin pour Ange, donné par l'équipe infirmière, était devenue un point lumineux dans l'hôpital. D'autres patients, quand ils le pouvaient, demandaient à visiter, affirmant qu'ils en sortaient en se sentant plus pleins d'espoir. La nuit, lorsque l'activité de l'hôpital diminuait, Elisa avait l'habitude de s'asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre, avec Ange à ses pieds. Ensemble, ils observaient les étoiles, et elle lui racontait ses rêves pour l'avenir, des rêves qui, quelques semaines auparavant, semblaient impossibles. « Quand je sortirai d'ici, murmura-t-elle à tous avec un sourire radieux, nous aurons tant d'aventures ensemble. » C'était un matin spécial à l'hôpital central. Les premiers rayons du soleil printanier traversaient la fenêtre de la chambre 307, créant un motif doré sur le sol. Elisa fêtait 2 mois de son extraordinaire rétablissement, et le docteur Mark avait convoqué une réunion importante avec l'équipe médicale et les parents de la fillette. « Les derniers examens sont surprenants », annonça-t-il en étalant images et rapports sur la table de la salle de conférence. « La maladie est en rémission. Non seulement cela, mais les dégâts que nous considérions comme permanents se renversent d'une manière que je n'ai jamais vue de toute ma carrière. » Sarah et Thomas s'étreignirent en pleurant ouvertement. Hélène, l'infirmière-chef qui suivait le cas depuis le début, souriait tout en essuyant discrètement ses propres larmes. « Mais il y a autre chose, » continua le docteur Mark, ajustant ses lunettes avec un éclat particulier dans le regard. « Nous avons fait une découverte fascinante. La salive d'Ange, par le contact constant avec la peau d'Elisa, contient une composition unique de protéines qui pourrait avoir des propriétés thérapeutiques encore non documentées. C'est comme si... » Un tumulte dans le couloir interrompit son explication. Une infirmière entra précipitamment dans la salle. « Docteur, vous devez voir ça. Elisa est... Elle est... » Tout le monde se précipita vers la chambre. Là, une scène inattendue les attendait. Elisa se tenait debout, au centre de la chambre, faisant ses premiers pas entièrement seule. Ange marchait à ses côtés, non plus comme un soutien physique, mais comme un gardien fier. « Maman, papa, regardez !» s'exclama Elisa, sa voix plus forte que jamais. « Je marche. Vraiment. » Le moment était magique. La lumière du matin semblait envelopper la fillette et le chien dans une aura dorée. Les machines qui bipaient constamment auparavant étaient silencieuses, Elisa n'en avait plus besoin. Ses cheveux, qui commençaient à repousser, brillaient de santé, et ses joues étaient rosées par l'effort et la joie. « Ce n'est pas seulement une amélioration, » murmura le docteur Mark, « c'est une transformation complète. » À cet instant, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Elisa, submergée par une énergie soudaine, se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit complètement. La brise printanière envahit la chambre, apportant avec elle l'arôme des fleurs du jardin de l'hôpital. « Vous savez, » dit-elle en se tournant vers tous avec un sourire radieux, « Ange m'a dit que cela arriverait. Pas avec des mots, mais je le savais.
Il a promis qu'il m'aiderait à voler à nouveau. La métaphore ne passa inaperçue pour personne. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage des présents, tandis qu'ils observaient celle qui, il y a quelques mois, était au bord de la mort, débordante de vie. Ange, assis près d'Elisa, gardait ses yeux ambres fixés sur elle, comme il le faisait toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une sorte de satisfaction, comme si sa mission était sur le point d'être accomplie. C'est comme s'il savait, commenta Hélène, comme s'il était venu spécialement pour cela. La chambre, qui avait été le témoin de tant de nuits de désespoir et de jours d'espoir renouvelés, vibrait désormais d'une énergie différente. Ce n'était plus un lieu de maladie et de tristesse, mais un sanctuaire où l'inexplicable devenait possible, où la science et le mystère dansaient ensemble en parfaite harmonie. Grâce à la remarquable récupération d'Elisa, l'hôpital central se transforma en un lieu de pèlerinage. Des personnes de divers horizons venaient découvrir l'histoire de la fillette et de son gardien à quatre pattes. Le docteur Mark, initialement réservé concernant le cas, décida de documenter tout le parcours dans une étude scientifique révolutionnaire sur l'interaction entre les animaux et la guérison de patients gravement malades. Ce qui s'est passé ici, expliquait-il lors d'une présentation à d'autres médecins, ne peut être expliqué uniquement par la science traditionnelle. Nous devons élargir notre compréhension du pouvoir de la connexion entre les êtres vivants. Elisa passait désormais ses matinées dans le jardin de l'hôpital, un espace vert qu'elle ne voyait auparavant que par la fenêtre de sa chambre. Assise sur un banc sous un grand arbre, elle lisait des histoires à voix haute pour Ange, qui reposait, la tête posée sur ses genoux. D'autres patients commencèrent à se joindre à ces séances improvisées de narration. « C'est drôle, dit-elle une fois à sa mère, avant j'avais peur de tout. Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir faire n'importe quoi. » L'impact de la récupération d'Elisa s'étendait au-delà des murs de l'hôpital. Inspirée par l'histoire, l'administration de l'hôpital créa un programme de thérapie assistée par les animaux. Hélène, l'infirmière-chef, fut nommée coordinatrice du projet. « Ce qu'Ange nous a enseigné, expliquait-elle aux nouveaux volontaires, c'est que parfois la médecine la plus puissante ne se présente pas sous forme de pilules ou d'injections, mais sous la forme d'un amour inconditionnel et d'une présence constante. » Un après-midi, alors qu'Elisa jouait dans le jardin, une dame âgée s'approcha du banc où Sarah était assise. « Mon petit-fils est hospitalisé dans le service d'oncologie, » dit-elle, les larmes aux yeux. Il n'avait pas souri depuis des semaines. Aujourd'hui, lorsque sa fille et Ange l'ont visité, il a ri pour la première fois depuis le début du traitement. Vous ne soignez pas seulement Elisa, vous répandez de l'espoir. L'hôpital entier semblait plus léger. Les couloirs, autrefois silencieux et tendus, résonnaient désormais de rires occasionnels et de conversations animées. Le personnel remarquait même que les patients les plus gravement malades semblaient mieux réagir au traitement après les visites d'Elisa et d'Ange. Thomas, qui remettait autrefois tout en question avec son scepticisme naturel, passait désormais des heures à observer sa fille et le chien qui avait sauvé sa vie. Un après-midi, il confia au docteur Mark, « Vous savez, docteur, j'ai toujours pensé que les miracles étaient des choses grandioses, avec de la musique céleste et des lumières divines. Maintenant, je comprends que parfois, ils viennent sous les formes les plus simples comme un chien errant qui refuse d'abandonner un enfant. » Elisa elle-même commença à développer une sensibilité particulière envers les autres patients. Elle savait instinctivement qui avait le plus besoin d'une visite, comme si Ange lui avait appris à percevoir la douleur des autres. « Quand je serai grande, déclara-t-elle un jour, je veux être médecin. Mais pas seulement pour les médicaments. Je veux être la médecin du cœur des gens, comme Ange l'est. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et oranges. Dans le jardin de l'hôpital, Elisa s'assit dans l'herbe, serrant Ange dans ses bras, observant les couleurs changer. « Parfois, murmura-t-elle à son ami poilu, les meilleurs anges n'ont pas d'ailes, ils ont des pattes. » Le grand jour arriva enfin. Après 3 mois d'hospitalisation, le docteur Mark annonça qu'Elisa était prête à sortir. La chambre 307, qui avait été le témoin de tant de moments de transformation, était décorée de ballons colorés et d'affiches réalisées par l'équipe de l'hôpital. « Ces examens sont parfaits, » expliqua le docteur Mark, souriant en montrant les derniers résultats. « C'est comme si la maladie n'avait jamais existé. J'avoue que, scientifiquement, nous ne comprenons toujours pas entièrement comment cela s'est produit. » La nouvelle de la sortie d'Elisa se répandit rapidement dans l'hôpital. Des employés de tous les services passaient par la chambre pour lui dire au revoir. Beaucoup apportaient de petits cadeaux, dessins, cartes, voire un album photo documentant le parcours extraordinaire de la fillette et de son gardien. Hélène organisa une petite célébration dans l'air de convivialité de l'hôpital. Des patients pouvant se déplacer, des médecins hors service et des infirmiers se rassemblèrent pour un moment de fraternisation. Au centre de l'attention,
Elisa rayonnait de santé et de joie, ses yeux verts brillants d'une sagesse au-delà de son âge. Avant de partir, dit-elle, surprenant tout le monde avec un petit discours, je tiens à remercier chacun d'entre vous. Mais surtout, je veux que vous sachiez que personne n'est seul. Parfois, l'aide vient de l'endroit le plus inattendu. Sarah et Thomas finalisaient les derniers documents de sortie lorsqu'une question importante surgit, l'adoption officielle d'Ange. L'hôpital avait facilité tout le processus, reconnaissant l'importance vitale du chien dans la récupération d'Elisa. Il fait déjà partie de la famille, dit Thomas en signant les papiers d'adoption. En fait, il l'a toujours été. Il attendait simplement le bon moment pour nous trouver. Lors du rangement de la chambre, Hélène trouva quelque chose de spécial. Un dessin qu'Elisa avait réalisé quelques semaines auparavant. On y voyait le moment où Ange était entré pour la première fois dans l'hôpital. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était la manière dont elle avait dessiné le chien, avec une douce lueur dorée autour de lui. « J'ai dessiné comme je l'ai réellement vu cette nuit-là », expliqua Elisa. Pas avec les yeux, mais avec le cœur. Le départ de l'hôpital fut triomphal. Les employés formèrent un couloir, applaudissant tandis qu'Elisa marchait main dans la main avec ses parents, Ange la suivant fidèlement à ses côtés. Il n'y avait plus de fauteuil roulant, plus d'appareil. Juste une fille en bonne santé et son compagnon inséparable. Dans le parking, avant de monter dans la voiture, Elisa s'arrêta et regarda le bâtiment de l'hôpital. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur les fenêtres, créant un effet doré qui rappelait son dessin. « Tu sais, maman, dit-elle doucement, je pense que parfois il faut traverser des moments très difficiles pour reconnaître les véritables miracles quand ils se produisent. » Ange s'assit à côté d'elle, son pelage caramel brillant au soleil. Ce n'était plus le chien maigre et sale qui avait envahi l'hôpital des mois auparavant. Il était en bonne santé, bien soigné, mais gardait dans ses yeux ambre la même détermination mystérieuse que le premier jour. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit transformatrice à l'hôpital central. Elisa, maintenant âgée de 8 ans, grandissait forte et en bonne santé, sans aucun signe de la maladie qui avait failli lui coûter la vie. Son histoire inspira des changements significatifs non seulement dans l'hôpital local, mais dans des institutions de santé à travers tout le pays. Un dimanche matin, Elisa et sa famille retournèrent à l'hôpital non pas en tant que patients, mais en tant que bénévoles du programme de thérapie assistée par les animaux, qui portait désormais le nom de « Projet Ange ». Le chien, toujours aussi dévoué qu'au premier jour, marchait fièrement aux côtés de sa petite humaine dans les couloirs qui avaient jadis été témoins de son acte d'amour. « Chaque chambre que nous visitons, expliquait Elisa aux nouveaux patients, est une nouvelle opportunité de répandre l'espoir. C'est ce qu'Ange m'a appris. » Le docteur Marc, qui continuait d'étudier le cas, publia un article révolutionnaire sur l'importance de la connexion émotionnelle dans le processus de guérison. La chambre 307 fut transformée en un espace spécial, décoré de photos et d'histoires inspirantes, où des patients en situation critique pouvaient recevoir des visites d'animaux thérapeutiques. La médecine commence à comprendre, disait-il dans ses conférences, que guérir va bien au-delà des médicaments et des procédures. Il s'agit de connexion, d'espoir et parfois, de croire en l'inexpliqué. À la maison, Elisa et Ange développèrent une routine spéciale. Chaque soir, avant de dormir, il s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, observant les étoiles. Le pendentif en forme d'ange, trouvé sur son ancien collier, désormais suspendu à une nouvelle chaîne, brillait doucement à la lumière de la lune. « Tu sais que chaque étoile a une histoire ?» avait coutume de dire Elisa aux visiteurs. Comme chaque personne que nous rencontrons à l'hôpital. Certaines semblent s'éteindre, mais avec de l'amour et des soins, elles peuvent briller encore plus fort. L'impact de l'histoire d'Elisa et d'Ange continuait de se répandre. Des familles de patients commencèrent à partager leurs propres expériences de guérison et d'espoir. L'hôpital se transforma en un lieu où la science et l'amour marchaient main dans la main, où l'impossible devenait possible grâce à la connexion entre les cœurs. Un après-midi spécial, lors d'une célébration de l'anniversaire du projet Ange, Elisa monta sur la petite scène installée dans le jardin de l'hôpital. À ses côtés, comme toujours, se trouvait son fidèle gardien. Certains demandent si ce qui m'est arrivé a été un miracle, dit-elle, d'une voix claire et confiante. Je dis que les miracles se produisent tous les jours. Parfois, ils viennent sous la forme d'un chien qui refuse d'abandonner, parfois sous la forme d'un sourire d'un patient qui retrouve l'espoir. Le véritable miracle, c'est l'amour, il a le pouvoir de transformer non seulement une vie, mais toutes les vies qu'il touche. Ange, assis à ses côtés, regardait le public de ses sages yeux ambres. Son pelage caramel brillait au soleil de l'après-midi, et cette lueur spéciale qu'Elisa avait dessinée semblait plus visible que jamais, non pas comme une lumière physique, mais comme une aura d'amour inconditionnel que tous pouvaient ressentir.
L'histoire d'Élisa et d'Ange n'était pas seulement celle d'une guérison miraculeuse. C'était un rappel que l'amour, sous ses formes les plus diverses, a le pouvoir d'illuminer même les nuits les plus sombres. Et que parfois, les anges les plus puissants n'ont pas d'ailes, ils ont 4 pattes, un cœur loyal et la capacité de nous apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour croire au miracle.